Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez bien? Oui, oui, bonjour. 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 Donc, on vous remercie d'être présent. Il est 13 heures, donc on va débuter pour qu'on ait du temps pour les questions et les réponses. Merci d'assister donc à ce webinaire sur les pnéumopathies à mycoplasme avec vraiment enfin, tourné vers la ville et donc les professionnels de premier recours. Donc moi, je suis Louise Nutt, je suis médecin généraliste en ville et à 30% au CRATB et je suis accompagnée de Marianne Baudouir. Qui suis infectiologue et qui suis responsable du Centre régional en antibiothérapie Île-de-France. Voilà, on remercie nos experts de participer. Aux jauges du bloc, Alors, si les résultats sont bons, là. hop, Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros. ouais, s'il vous plaît, de couper les micros. Et donc, on remercie beaucoup le docteur Ashman, le professeur Mathilde Leroux et puis le docteur Palish de faire des experts pour ce webinaire. Donc, on vous présente très rapidement le centre régional en antibiothérapie. Oui, j'ai oublié de vous dire pour les questions, posez-les dans le chat et on y répondra à la fin. Voilà, mais vraiment au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le Centre régional en antibiothérapie Île-de-France, on a été créé en septembre 2022. On est entièrement financé par l'ARS. On a 3 missions. La première, c'est de promouvoir le bon usage des antibiotiques en Île-de-France. Donc, la bonne molécule dans la bonne indication, dans la bonne durée des antibiotiques. Fournir un conseil et un appui aux acteurs de terrain et puis coordonner et animer des réseaux de professionnels de santé sur le terrain. Ça, c'est notre équipe. On est nombreux, mais on est tous à temps partiel parce qu'on a tous une activité clinique à l'hôpital ou en libéral. Et donc, on est 3 ETP à peu près au total, avec infectiologue, médecin généraliste, pharmacien et biostatisticien. Et donc, on vous présente nos experts. Le professeur Mathilde Leroux qui essaiera de nous rejoindre, mais qui est très prise aujourd'hui, qui est pédiatre infectiologue à l'hôpital Trousseau, membre du GEPIP. Le docteur Ashman, qui nous présentera donc la partie pédiatrie et qui est pédiatre infectiologue également à l'hôpital Trousseau et membre du GEPIP. Et le docteur Palish, qui est infectiologue référent du risque émergent biologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Un grand merci à nos experts de qualité. C'est vrai qu'en Île-de-France, on a de la chance d'avoir on a beaucoup de chance qu'ils aient accepté de participer. Sur les pnéumopathies plus globalement, on fait juste un petit point pour rappeler que les pnéumopathies communautaires, il y a plus de 50% qui ne sont pas documentées parce qu'effectivement, en ville, vous n'allez pas aller faire le CBC ou la PCR pour d'autres. Chez l'adulte, la principale cause de pneumopathie, c'est le pneumocoque et c'est la principale cause et la plus grave, donc il faut toujours l'avoir en tête, on va y revenir juste après. Ensuite, chez l'adulte viennent les germes intracellulaires et apparentés, donc le mycoplasme, pneumoniae, la légionelle, etc. On ne va pas rentrer dedans. Champignons, virus qui peuvent aussi donner des pneumopathies. Chez l'enfant, donc avant 3 ans, on garde bien en tête que la principale cause de pneumopathie, elle est virale. Et après 3 ans, du streptocoque qui peuvent arriver à tous âges, le mycoplasme. Mais vraiment, donc avant 3 ans, la plupart du temps, c'est viral. Après 3 ans, pneumocoque et mycoplasme qui sont présentés. Ouais, si les personnes peuvent couper leur son en arrivant. Hop, merci. Donc, juste un petit focus sur le streptocoque pour ne plus en reparler après. Donc, comme on l'a dit, le streptocoque, c'est la première cause de pneumopathie et c'est surtout la plus grave puisque les facteurs d'hospitalisation et de décès, 800 000 enfants dans le monde chaque année meurent d'une pneumopathie ou d'une méningite à pneumocoque. On vous a mis juste le petit score de gravité pour savoir si vous devez faire hospitaliser votre patient ou pas. Et puis, deux graphes pour vous montrer la résistance pardon, Je vois plus personne. pneumocoque au macrolide. Mais c'est dans l'autre sens, non? Alors, attendez, j'ai juste coupé un son pour Je vous n'ai pas dire. réussi à le couper. Alors, Excusez-nous, vous pourriez tous couper vos micros. On n'a pas la commande pour le faire à distance. Un micro allumé, c'est quoi? Oui. On voit pas lequel. Ok, donc je pense que c'est bon. Merci. Et donc voilà, donc le pneumocoque, on voit que chez l'enfant et chez l'adulte, on a entre 20 et 30% des pneumocoques qui sont résistants aux macrolides. Donc c'est beaucoup, c'est une chance sur 3. Alors un risque sur 3, et ça veut dire que de pas traiter un pneumocoque ou le traiter en pensant que c'était un mycoplasme, c'est une chance sur 3 de malheureusement faire perdre beaucoup de chance aux patients et probablement une hospitalisation ou voire pire. Voilà. J'ai passé la parole à Maria. Voilà,
on voulait recadrer un petit peu le mycoplasme au sein des pneumopathies qui, on l'a vu, ne sont pas souvent documentées, surtout en ville. Hein, moins d'une fois sur deux, on ne sait pas quel est le pathogène. Pas oublier le pneumocoque qui est la bactérie la plus mortelle. Mais, alors excusez-nous, hein, on est en galère à cause du son. Si vous pouviez couper le son, ce serait bien. Mais Mycoplasme pneumoniae, là, vous avez probablement constaté dans vos cabinets, est en augmentation. Alors, il y a une épidémie actuelle avec une augmentation des formes très importantes. Tu peux me remettre la clinique, s'il te plaît, Louise, parce que du coup, c'est ma diapo associée. Donc, c'est la deuxième cause de pneumopathie communautaire. C'est une bactérie qui est difficile à mettre en évidence parce qu'elle est de culture difficile. Donc, c'est quand même possible, mais c'est dans de rares centres. Sa détection, actuellement, elle se fait par PCR, donc par biologie moléculaire, sur des prélèvements respiratoires, souvent des PCR multiplex. Et celles-ci, n'étant pas à la nomenclature, sont quand même difficilement accessibles en ville puisque pas remboursées. De même, la recherche de mutations de résistance se fait aussi par biologie moléculaire, par des techniques de PCR maison dans certains laboratoires spécialisés. En France, c'est à Bordeaux. Il n'y a pas de centre national de référence mycoplasme pneumonie en France. Ça existe dans quelques pays d'Europe. Mais le CHU de Bordeaux étant spécialisé dans les infections sexuellement transmissibles et ayant beaucoup travaillé sur Mycoplasma genitalium, surveille également pneumonie et est capable de rechercher des mutations de résistance. Il y a une immunité qui est de courte durée pour Mycoplasme parce qu'il y a des variations antigéniques au niveau de son facteur de virulence qui est une adésine, adésine P1. Pour retenir aussi que cette bactérie n'a pas de paroi, donc il y a une inefficacité de tous les antibiotiques dont le mécanisme d'action touche la paroi, notamment les bêta-lactamines. Donc les bêta-lactamines ne marchent pas du tout sur Mycoplasme. La résistance aux macrolides, elle apparaît par des mutations qui sont sur la cible des macrolides. La cible des macrolides, c'est le ribosome. Donc, il y a plusieurs mutations possibles et certaines entraînent des conséquences cliniques, d'autres non, et certaines entraînent des échecs thérapeutiques. On peut retrouver des données de résistance très différentes dans le monde, avec là, entre 2010 et 2015, des taux très très élevés en Asie de résistance aux macrolides, 90 jusqu'à 100% en Chine. Au Japon, il y avait à peu près 70% avec une baisse, en sachant que le principal facteur de résistance acquise, de résistance de mycoplasme pneumonie aux macrolides, c'est la pression de sélection. Plus on utilise de macrolides dans un pays, plus il y a des risques de voir sortir des souches résistantes. En France, là, en 2010-2015, on était entre 8 et 10%, un petit peu plus aux États-Unis. Là, c'est une carte qui reprend des études en Europe. On voit qu'en Europe, les taux de résistance sont aussi variés, avec notamment des études en Italie qui retrouvaient des taux plus élevés, jusqu'à 26%, à nos frontières, pas très loin. Toujours pareil, on ne peut pas couper les micros. Je suis désolée si vous pouviez le faire. Je vous remercie. Coupez vos micros. On va pas le faire. Non, c'est bon, merci. Là, avant, je pouvais en manger 4 dans la journée. Par jour? Et là, c'est bon, là. Hop. Par jour. Donc, les études dont on dispose sont celles de Bordeaux. On voit qu'en 2004, il n'y avait aucune sur les mycoplasmes, résistance. Hop. Merci beaucoup. Bonne journée. Il faut vraiment couper les les sons, ouais. Ouais, on est désolé, on ne peut pas le faire. Et sur les autres études, on avait à peu près 9%, mais sur des tout petits échantillons, parce que finalement, il y a peu de souches. Là, voici une diapo qui montre l'augmentation des pneumopathies par le réseau Au Secours, qui est le réseau de passage aux urgences français. Donc, on voit qu'il y a une augmentation là depuis septembre-octobre du passage pour pneumopathie et que ça touche surtout les jeunes, surtout les 2-50 ans, avec toute cause de pneumopathie virale également, parce que bien sûr, cette épidémie de mycoplasme arrive en même temps que VRS et Covid et maintenant grippe. On peut voir que l'augmentation des PCR positifs à mycoplasme, il y a eu un petit frémissement en avril, et puis là, c'est une augmentation exponentielle pour les patients hospitalisés. C'est dans le cadre du réseau de laboratoires hospitaliers rénal. Mais il y a aussi une diapo qui existe pour les laboratoires Cerba en ville qui montre la même chose, une augmentation depuis la rentrée des PCR positifs à mycoplasme pneumoniae. Il y a
comment dire, des petites épidémies tous les 5 à 7 ans, hein, de mycoplasme pneumoniae, c'est connu. Là, on voit qu'en post-Covid, il n'y en avait plus du tout en 2021-2022, probablement à cause du rôle des mesures barrières, les fameuses mesures barrières, les masques, le confinement, etc. Et là, on a l'impression que cette nouvelle épidémie, elle va être vraiment plus importante, vu le début de façon exponentielle, probablement par le phénomène de dette immunitaire après l'arrêt de ces mesures. Alors la clinique de mycoplasme pneumonie va être faite en deux parties, hein. Nous avons la chance d'avoir des pédiatres qui vont bien nous expliquer comment ça se passe chez l'enfant. Chez l'adulte, les notions intéressantes, c'est de savoir qu'il y a une incubation longue de 1 à 3 semaines. Donc des fois, c'est difficile de retrouver le comptage et de surveiller les personnes qui ont été exposées. Il y a des pneumopathies. Alors les pneumopathies, elles touchent que 3 à 10% des patients affectés par mycoplasme. Elles peuvent être variables. Classiquement, elles sont bilatérales et interstitielles, mais ça peut toucher aussi un seul lobe. Il peut y avoir des épanchements. Il y a plusieurs tableaux possibles. Les facteurs de risque sont le tabac. Les facteurs de gravité sont les personnes âgées. Les syndromes de détresse respiratoire aiguë sont rares, ça reste très rare, mais puisqu'il y a une augmentation du nombre, c'est quand même possible. Et là, il y a des alertes en réanimation pour nous dire qu'il y a une augmentation des cas hospitalisés en réanimation pour mycoplasme pneumonie. Il y a aussi des formes extra-respiratoires, 25% des personnes infectées, avec des réactions auto-immunes qui sont plutôt secondaires par histoire d'analogie antigénique, avec des tableaux soit d'anémie hémolytique, soit d'érythème polymorphe. Ça peut arriver avant ou après l'atteinte respiratoire. Il y a des éruptions diverses à la phase d'infection de la maladie, avec des éruptions maculopapuleuses non spécifiques, et puis les érythèmes polymorphes qui sont plutôt immunologiques. Il y a également des rares formes neurologiques. Voici des exemples de radios qui nous ont été donnés par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui a diffusé un petit topo très bien fait, on les remercie. On voit que sur la radio de thorax, il y a un syndrome interstitiel micronodulaire, ce qui peut être associé à des opacités. Là, voici une forme plutôt unilatérale avec des scanners qui trouvent des condensations, et puis un syndrome micronodulaire. Le traitement des infections à mycoplasme pneumoniae chez l'adulte. Alors les recommandations, elles sont parfois imparfaites, elles ont surtout besoin d'être vraiment actualisées, mais il est clair qu'il faut privilégier les macrolides tant que la résistance est inférieure à 10%, et là on a vu que c'était 8,5% sur les premières souches qui ont été recueillies à Bordeaux. On laisse les macrolides en première prévention, et plutôt l'azithromycine. L'azithromycine à la dose de 500 mg par jour, pendant 3 jours si l'évolution est favorable, ou 5 jours si c'est un tableau un peu plus bruyant à J3. Il faut savoir qu'avec les macrolides, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, notamment avec la colchicine, donc se méfier chez les adultes qui peuvent être polymédicamenteux. Les autres macrolides marchent aussi, hein, la rovamycine, la clarithromycine. Dans ces cas-là, c'est plutôt 7 jours, en sachant que in vitro, les 2 macrolides les plus efficaces sont l'azithro et la claritro. Les alternatives possibles sont la cycline, 100 mg matin et soir pendant 7 jours. On peut se poser la question de la pristinamycine dans un second temps, si jamais il y a des pénuries. C'est actif, mais c'est quand même moins efficace in vitro. Les conseils de bon usage antibiotique, c'est d'épargner au maximum les fluoroquinolones, surtout dans le contexte actuel. Mais ça peut se discuter que pour les formes graves qui sont à ce moment-là hospitalisées, s'il y a une forme neurologique. On va passer la parole à Marion Hachman, qui est pédiatre à l'hôpital Trousseau. Merci Marion, Merci. à toi. Bonjour, merci beaucoup de me permettre de participer à ce webinaire. Je vais parler de la pédiatrie des infections à mycoplasme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais reprendre avec vous les bases du diagnostic des infections respiratoires de l'enfant, avec pour rappel un tableau clinique de fièvre et de toux, plus ou moins associé à des difficultés respiratoires et qui peut être associé à des signes pulmonaires. En l'absence de ces signes pulmonaires, évidemment, vous pensez aux infections respiratoires hautes, ORL, avec des enfants qui n'auront donc pas d'anomalie à l'auscultation pulmonaire, pas de vraie polypnée, en tout cas qui régresse après l'obstruction nasale, et vraiment un tableau rhinorrhée, obstruction nasale, donc pour lequel on n'a pas d'infection basse. Et la présence de signes pulmonaires vous permet de poser le diagnostic d'infection respiratoire basse avec des anomalies auscultatoires, une fréquence respiratoire augmentée, des signes de lutte, plus ou moins une désaturation, et un signe clinique qui est très très présent chez l'enfant, notamment le petit de moins d'1 an, c'est le reflux alimentaire. À partir de là, vous pouvez avoir plusieurs cadres. Dans les infections respiratoires basses, on différenciera les bronchiolites ou bronchio-alvéolites,
qui sont vraiment d'origine virale quasiment 100% du temps, et donc qui ne nécessitent pas d'antibiothérapie. Vous avez ensuite le cadre des bronchites ou trachéobronchites. Là encore, une nécessité d'antibiothérapie. Et finalement, l'antibiothérapie n'arrive que dans le cadre des pneumopathies. Et là encore, on va le revoir, mais pas systématiquement. Donc, on va redétailler un petit peu ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va passer les diapos. C'est possible de passer à la diapo suivante? Merci beaucoup. Donc là, je vous ai mis une partie du pas à pas de pédiatrie qui a été réalisée en 2016, qu'on a actualisé là pour le webinaire. Et je vous ai mis que la partie ambulatoire parce que la partie hospitalisation n'était pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Donc, qui reprend un peu toute la démarche du diagnostic à la prise en charge avec, comme on l'a dit, un enfant qui tousse, qui a de la fièvre et une polypnée, et en l'absence de signes de gravité, qui permet donc sa prise en charge en ambulatoire. Là, j'insiste vraiment, il est indispensable de faire une radiographie thoracique. Alors, autant chez l'adulte, je pense que l'auscultation pulmonaire est un peu plus simple et plus simple et permet de vraiment s'orienter sur le diagnostic. Autant chez l'enfant, l'auscultation, elle est vraiment pas suffisante. La plupart du temps, on entend mal ou pas d'anomalies à l'auscultation ou alors des bruits transmis. Enfin bref, la radiothorax est indispensable et elle vous montre du coup des opacités alvéolaires ou interstitielles selon le type de pneumopathie. Et puis ensuite, une fois qu'on a le diagnostic, pour raisonner sur la prise en charge, il faut connaître les trois grandes catégories de pneumopathie. Quel que soit l'âge, vous aurez la pneumopathie à pneumocoque. Donc c'est le tableau de pneumopathie franche-lobaire aiguë avec un enfant qui est altéré, très fébrile, vraiment fatigué. Et si vous vous aidez, ce qui est de plus en plus fait, de la biologie avec la CRP, soit par prélèvement sanguin classique, soit en microméthode, vous aurez une augmentation de la CRP. Donc, ce tableau de pneumopathie franche-lobaire aiguë, c'est le pneumocoque, quel que soit l'âge, et ça reste la cause la plus fréquente, et on traite par amoxicilline pendant 5 jours. Quand on n'est pas dans ce cadre-là, là, il est important de bien différencier selon l'âge de l'enfant. Le moins de 3 ans, s'il n'a pas une pneumopathie à pneumocoque, c'est du viral. Et ça, c'est hyper important à entendre. Il n'y a pas de pneumopathie bactérienne autre que le pneumocoque avant 3 ans. C'est un début en général plus progressif, très souvent associé à des signes ORL, mais la radio de thorax, elle peut vous montrer un tableau, une pneumopathie qui peut être assez systématisée, sans que pour autant ça assigne le diagnostic de pneumocoque. Donc vraiment, ce diagnostic de pneumopathie virale, il existe chez le moins de 3 ans, il est très fréquent, et dans ces cas-là, pas d'antibiothérapie nécessaire. C'est un petit peu différent chez le plus de 3 ans, qui peut bien évidemment aussi avoir une pneumopathie virale, mais là, on a en plus la possibilité d'avoir une pneumopathie à mycoplasme. Et je vais redétailler un petit peu plus après les signes cliniques, mais c'est une clinique beaucoup plus progressive, qui se traitera du coup par macrolide entre 3 et 5 jours. On verra après selon le type de macrolide utilisé. Bon courage à toi. Allez, Dans salut toute Adèle. pneumopathie, vous réévaluez le patient et là, pareil, il faut être assez clair sur quand est-ce qu'on réévalue. La pneumopathie virale ou la pneumopathie à pneumocoque est censée s'améliorer au bout de 2 jours d'évolution. Soit l'enfant s'améliore et dans ce cas, vous ne changez pas votre prise en charge, soit il ne s'améliore pas et dans ce cas, il faut rediscuter votre prise en charge. Qu'est-ce que c'est ne pas s'améliorer? Ça peut être soit la fièvre qui persiste, soit la clinique qui s'aggrave. Et donc là, à nouveau, vous ne pouvez pas raisonner sans radiographie thoracique. En présence de signes de gravité ou d'un épanchement pleural, il faudra hospitaliser votre enfant. Au contraire, si jamais vous n'avez pas de signe clinique de gravité, pas d'épanchement à la radiographie, mais simplement une fièvre qui persiste, alors dans ce cas, il faudra vous dire, bon, bah, je suis dans le mauvais cadre de pneumopathie bactérienne et je switch mon traitement par amoxicilline pour des macrolides. On laisse pas les deux et on va revenir dessus après. Pour la pneumopathie à mycoplasme, ce qui est très important, c'est qu'en fait, ils mettent un petit peu plus de temps à s'améliorer, entre 3 et 5 jours. Donc, la réévaluation à J2, elle est vraiment plutôt pour les pneumopathies à pneumocoque. Diapo suivante. Ah oui. Donc là, je vous ai remis les critères d'hospitalisation pardon. Marion, tu peux switcher les diapos de Ouais. toi-même. Voilà, j'y touche plus. Ok, je suis en train de revenir dessus. Donc là, je vous ai remis les critères d'hospitalisation de pneumopathie. Je crois qu'il y a un petit délai de... Excusez-moi. Pardon.
Donc, je vous ai remis les critères d'hospitalisation des infections respiratoires, c'est insupportable, de l'enfant, que nous, on a tiré du trousseau de poche, qu'on utilise vraiment quotidiennement. Vraiment, c'est le moins de 6 mois et en fait, c'est assez large, hein, le moins de 6 mois, ce sera même plutôt le moins de 3 mois. Et puis, évidemment, vous hospitaliserez l'enfant en cas de terrain à risque, selon ses antécédents, difficultés socio-économiques, un enfant qui tolère mal sa fièvre ou qui est en sepsis, un enfant hypoxique, qui a des signes de détresse respiratoire majeurs et puis des signes de déshydratation. Donc, pour vraiment faire un focus sur le mycoplasme, parce que c'est le sujet du jour, comme on l'a dit, c'est la deuxième cause de pneumopathie bactérienne après le pneumocoque pour les pneumopathies documentées, hein. On ne parle pas de deuxième cause au total, parce que je vous ai dit, hein, les causes virales sont vraiment très, très fréquentes chez l'enfant. C'est plutôt le grand enfant, alors c'est plus de 3 ans certes, mais en fait c'est même le plus grand, l'adolescent et l'enfant de 6-9 ans, quoi. Il y a beaucoup de co-infections qui sont associées, jusqu'à 65%, associées à des virus respiratoires que on peut détecter par des PCR à l'hôpital ou parfois en cabinet avec des tests rapides. Et ce qui est important aussi, c'est que cette PCR mycoplasme peut être positif parfois sans qu'il n'y ait de symptômes. On sait qu'il y a 20 à 30% de portage asymptomatique, ce qui nécessite d'être un petit peu vigilant avec l'utilisation de cette PCR. On en a déjà parlé, mais il y a une évolution avec des pics cycliques de l'épidémie de mycoplasme. Et on voit actuellement une épidémie plus importante qu'on suppose pouvoir attribuer à cette immunitaire post-Covid, comme on a eu avec les pics épidémiques des années précédentes. Au niveau de l'incubation, on est entre 1 à 3 semaines d'incubation pour le mycoplasme. Donc cette diapo, elle vous reprend un petit peu le tableau clinique d'infection à mycoplasme. On l'a dit, l'enfant de plus de 3 ans, mais plutôt en fait le plus grand enfant, entre 6 et 9 ans, avec des symptômes qui sont très variés, assez peu spécifiques. Mais le message important, c'est que globalement, les enfants vont plutôt bien. Donc c'est l'enfant qui garde une toux persistante, plutôt grasse, qui reste fébrile pendant plusieurs jours, qui est asthénique mais sans être complètement altéré, comme on peut le voir dans une pneumopathie à pneumocoque, et puis qui peut avoir une infection des voies respiratoires supérieures, des céphalées, plus ou moins une éruption cutanée. Et on a beaucoup d'enfants actuellement qui ont un asthme sous-jacent, qui vont exacerber leur asthme dans le cadre d'une infection à mycoplasme. C'est des pneumopathies qui sont vraiment d'allure bénigne. Le terme de walking pneumonia, je trouve qu'il colle parfaitement bien. C'est typiquement ces enfants qui ont certes une pneumopathie, mais qui continuent de pas aller si mal, en fait. Avec un tableau moins brutal, mieux toléré que cette classique pneumopathie Franche-Lobert aiguë à pneumocoque. Et très souvent, en fait, le diagnostic, il se fait parce qu'on a diagnostiqué une pneumopathie, et puis 48 heures après, finalement, il a eu son amoxicilline et il reste fébrile, sans s'être aggravé, ni cliniquement, ni radiologiquement. Et là, dans ce cas, on évoque la pneumopathie à mycoplasme. Pour les examens complémentaires, la radiographie thoracique, elle est nécessaire, mais pas que pour le mycoplasme, en fait, hein, je vous l'avais dit juste avant, elle est nécessaire pour tous les diagnostics de pneumopathie de l'enfant. Et pour le mycoplasme, on trouve préférentiellement des infiltrats diffus bilatéraux qu'on classe dans les pneumopathies atypiques, mais vous pouvez aussi avoir des pneumopathies alvéolaires systématisées, voire même un épanchement pleural, ça ne vous oriente pas beaucoup plus vers le diagnostic. Biologiquement, vous avez une hyperleucocytose et une CRP et une PCT qui peuvent être un petit peu augmentées, mais nettement moins que dans la pneumopathie à pneumocoque. Vous avez un syndrome inflammatoire assez modéré. Au niveau du diagnostic, on a parlé de la PCR. Alors, cette PCR, j'en parle très rapidement parce qu'en fait, en ambulatoire, elle ne se fait pas, elle n'est pas remboursée. Et puis, le problème de la positivité qui persiste pendant plusieurs mois est un vrai problème. La sérologie, qui est beaucoup moins utilisée aujourd'hui depuis qu'on a la PCR, dont l'utilité peut se discuter parce que en fait, on a quand même un certain délai entre le moment où on l'a fait et le moment où on a le résultat. Et généralement, le patient a déjà été traité et va déjà mieux. Le traitement des infections à mycoplasme, c'est donc, on l'a dit, un traitement qui repose surtout sur les macros. On ne peut pas utiliser les bêta-lactamines dans ces cas-là, puisque ce sont des bactéries dépourvues de parois, donc ça empêche l'action des bêta-lactamines. La biantibiothérapie, amox macrolide, elle n'a pas du tout sa place en ville. Elle a sa place chez le patient grave qui est hospitalisé, pourquoi pas, mais en ville, il n'y a vraiment pas d'indication à faire et de l'amox et du macrolide. Il faut choisir l'un ou l'autre en fonction de notre tableau clinique et puis de l'évolution si jamais on avait déjà initié un traitement.
Donc, pour illustrer un petit peu les propos, je vous ai mis plusieurs cas cliniques. Le premier, c'est celui de Axel, qui a 18 mois et qui présente une rhinite et une toux depuis 5 jours, de la fièvre depuis 4 jours, et il est gêné depuis environ 2 jours, avec des parents qui vous rapportent des vomissements sur effort de toux. Dans ce contexte, il consulte aux urgences. À son arrivée, il est polypnéique à 50 par minute, fébrile, pas tachycarde, il sature à 96% en air ambiant et il a un petit tirage intercostal. Le murmure vésiculaire est bilatéral et symétrique et vous avez des crépitants fins bilatéraux avec une micro-CRP à 30 mg par litre. Dans ce contexte, vous lui faites une radiographie thoracique qui retrouve effectivement ce foyer alvéolaire au niveau du lobe inférieur gauche. Et chez cet enfant, eh bien, le diagnostic, il nous a été posé certes par la PCR, mais en fait, même si on n'avait pas la PCR, c'est un diagnostic de pneumopathie virale du fait de son âge, du fait de l'inflammation très peu élevée et de la présentation clinique peu grave. Donc ici, le diagnostic retenu, c'était celui de pneumopathie virale AVRS qui ne nécessite pas d'antibiothérapie. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment le plus fréquent chez l'enfant de moins de 3 ans. Un second cas clinique maintenant, celui d'Andrea, 9 ans, qui présente comme symptôme de la fièvre aux alentours de 38,5 et ça depuis une semaine. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus ancien. Une toux grasse depuis 4 jours et lui, il a été traité pendant 6 jours par amoxicilline parce que sa sœur avait eu une angine à streptoa diagnostiquée avec le TDR en cabinet. Et puis, malgré ces 6 jours de traitement par amoxicilline, pas d'efficacité de l'antibiothérapie sur les symptômes. Lui, il n'avait qu'une pharyngite, ce qui rendait un peu discutable déjà l'antibiothérapie. Donc, devant ces symptômes qui traînaient, ils ont fini par consulter aux urgences. Et là, cliniquement, un enfant en bon état général, sans signe ORL, une toux grasse. Il n'était ni tachycarde ni oxygénodépendant. L'auscultation pulmonaire était normale et vous retrouviez des petites adénopathies cervicales bilatérales, mais infracentimétriques. La micro-CRP réalisée était à 10 mg par litre et il a une radiographie thoracique qui est celle-ci, qui retrouve donc une opacité alvéolaire au niveau lobaire supérieur gauche. Et comme on était à l'hôpital, on a pu faire la PCR mycoplasme, mais là encore, ce n'était pas nécessaire de la faire. Il a été traité par clarithromycine, une dose poids 2 fois par jour pendant 5 jours, ce qui a permis une résolution de la fièvre et de la toux en 4 jours. Et on avait une PCR mycoplasma pneumoniae qui était positive. Je m'attarde juste un petit peu plus sur ce cas clinique. La PCR n'était pas indispensable là, puisque en fait, on pouvait largement, devant cet échec de traitement par amoxicilline, supposer que c'était pas le pneumocoque le problème et du fait de l'âge, suspecter le mycoplasme, ce qui a été fait chez lui. Et le traitement par claritro a été efficace. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'amélioration clinique après pour les infections à mycoplasme, elle est un petit peu plus lente que pour les infections à pneumocoque. Là, il s'est amélioré en 4 jours. Un troisième cas clinique avant de passer au traitement, celui de Pauline, 2 ans, qui cliniquement, elle présentait une toux sèche depuis 5 jours, un papa qui avait eu un état grippal dans les jours précédents et qui là, depuis 24 heures, était très gêné, une aggravation rapide, une fièvre à 39 depuis la nuit, avec une cyanose péribuccale et un reflux alimentaire. Donc vous avez là un tableau bien plus brutal et plus altéré que chez les patients précédents. Cliniquement, une enfant qui était fébrile, avec 140 de fréquence cardiaque, une polypnée à 45 par minute et une saturation à 96% en air ambiant. Elle présentait un tirage intercostal et un entonnoir xiphaïdien. Et à l'auscultation, vous n'aviez que des râles transmis, en tout cas un murmure vésiculaire bien perçu des 2 côtés, sans trouble hémodynamique. Une une biologie a été réalisée chez elle devant cette fièvre mal tolérée avec la cyanose péribuccale, qui retrouvait une hyperleucocytose modérée à 18 000 et une CRP augmentée à 100, ainsi qu'une PCT très augmentée également à 2,5. Donc là, devant ce tableau de détresse respiratoire fébrile avec une fièvre mal tolérée, vous réalisez évidemment une radiographie thoracique qui retrouve une opacité systématisée du lobe moyen droit et qui vous évoque clairement un tableau de pneumopathie à pneumocoque. Et donc, cette jeune fille a été traitée par amoxicilline à 100 mg kg en 3 prises par jour et pendant 5 jours, ce qui a permis de résoudre les symptômes en 24 heures. Donc là, le diagnostic retenu, c'était celui de pneumopathie bactérienne à pneumocoque et le traitement, c'était celui par amoxicilline. Je vous présente cette diapo là qui est issue d'une présentation du professeur Vandrel, qui est assez intéressante. En fait, on a 2 patients. En vert, un premier patient qui a une pneumopathie à pneumocoque, et en rouge, un second patient qui a une pneumopathie à mycoplasme. Et vous voyez bien que
Bon, déjà, notre patient en vert, il a une fièvre bien plus élevée. Et quand on le traite par amoxicilline, en 24 heures, on a une régression complète de la fièvre et une amélioration clinique de l'enfant. Le patient qui est en rouge, il reçoit l'amoxicilline également au début, mais vous voyez, il a de la fièvre qui continue. Alors, on n'est pas sur une fièvre en plateau comme pour le pneumocoque, mais une fièvre qui continue d'osciller. Et puis, finalement, quand on met les macrolides, on commence à voir une décroissance de la température, mais qui n'est pas aussi brutale que dans le tableau d'infection à pneumocoque du patient que vous voyez en vert. Donc, ça, cette diapo, je la trouve assez représentative, où vous avez vraiment deux tableaux très différents selon la bactérie en cause. Je vous présente un dernier cas clinique parce qu'on a parlé de la pneumopathie à mycoplasme et qui était un tableau plutôt, euh, plutôt peu sévère d'un enfant qu'on a dit la walking pneumonia. Là, je vous présente juste un cas parce que parfois ça peut être grave quand même le mycoplasme, pardon. Le cas de Joachim, 6 ans, qui avait de la fièvre depuis 10 jours, une toux grave qui évoluait depuis 10 jours et qui a eu une conjonctivite bilatérale et des lésions au niveau des lèvres, ce qui a fait consulter les parents aux urgences avec un enfant très altéré qui toussait, eupnéique certes, mais avec des crépitants en basse gauche à l'auscultation, et cliniquement des lésions cutanées érythémateuses, une conjonctivite bilatérale, une kéylite et des aftes. Biologiquement, un enfant qui n'était pas très inflammatoire, vous voyez, il avait une CRP à 10 mg par litre, hein, et sur la radiographie thoracique, on n'a vraiment quasiment aucune anomalie, peut-être en rétrocardiaque, mais encore, il faut vraiment le chercher. Par contre, la présentation cutanéo-muqueuse, elle est très très évocatrice avec des lésions en cocarde au niveau de la peau et cette atteinte cutanée muqueuse au niveau des lèvres, la kéylite majeure et la conjonctivite, qui là vous évoque une forme assez grave de mycoplasme, qui est l'érythème polymorphe. Cet enfant, on l'a traité par macrolide de la même manière qu'une pneumopathie peu inquiétante à mycoplasme. Donc, je reviendrai dessus après. Certes, la pneumopathie à mycoplasme, c'est plutôt pas grave, on a plutôt le temps de traiter. Il faut quand même avoir entendu parler des formes un petit peu plus inquiétantes. Pour ce qui est du traitement, alors, je ne veux pas vous embrouiller l'esprit parce que c'est un peu compliqué. Vous l'avez vu, chez l'adulte, c'est des recommandations qui sont assez imparfaites. Donc, il y aura peut-être des discordances avec l'enfant. Il y a beaucoup de choses sur cette diapositive, vous l'aurez de toute façon. C'était pour que vous ayez un endroit où vous avez toutes les posologies disponibles et les galéniques. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement de référence probabiliste, ce sont les macrolides. La résistance, elle est inférieure à 10% en France, donc je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question il ne faut d'ailleurs pas du tout se poser la question quand vous initiez un traitement en pensant au mycoplasme. Et donc, en première intention chez l'enfant, on met plutôt la clarithromycine à la posologie de 15 mg kg jour en 2 prises par jour et un traitement qui dure 5 jours au total. Je vous détaille pas complètement les galéniques. Et ensuite, vous avez l'azithromycine à 20 mg kg jour en une seule prise par jour. Et là, le traitement, il dure seulement 3 jours. Donc, c'est pour ça que je vous mettais entre 3 et 5 jours tout à l'heure. Et là, vous voyez, il y a des petites discordances avec l'adulte. En dessous, je vous ai mis la roxythromycine et l'érythro, parce qu'il faut quand même savoir que si on n'a plus de clarithromycine ou d'azithro, il nous reste d'autres alternatives en ville. La vraie limite chez l'enfant, ça va être les galéniques, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler commence à y avoir des ruptures de stock de clarithromycine, et surtout pour la suspension buvable. Donc, on est surtout embêté chez le moins de 6 ans, mais finalement, comme c'est pas vraiment la catégorie de population qui est la plus touchée par les infections à mycoplasme, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de soucis. En tout cas, il n'y a pas de rupture de stock d'azithromycine et l'azithro existe aussi en suspension buvable. Au-delà de 6 ans, vous avez le choix de mettre des comprimés en vérifiant bien évidemment que l'enfant est capable de les prendre. Alors, pour finir, merci beaucoup Marion parce que ce topo était vraiment très, très précis et très important. Je pense qu'en ville, vous voyez quand même beaucoup d'enfants. Donc, on a la chance d'avoir une pédiatre qui nous a fait ce topo. Nous, les messages à retenir aujourd'hui, c'est que c'est vrai, il y a une augmentation récente et confirmée des infections à mycoplasme pneumoniae. Donc, vous y êtes forcément confrontés. Donc, Marion, tu nous as rappelé que les pneumopathies sont plutôt sans gravité chez l'enfant. Ça commence à partir de 3 ans et chez les adolescents avec les walking pneumonia. Il faut se méfier, mais ça, c'est de bon ton tout le temps, d'une pneumopathie qui reste fébrile après 48 heures d'amoxicilline. Hein. Donc, si l'amoxicilline ne marche pas, ça peut être un intracellulaire et actuellement, particulièrement le mycoplasme. Un petit rappel, si on switch pour les macrolides, on arrête l'amoxicilline.
Donc le traitement de première intention, ça reste les macrolides. J'ai vu passer pas mal de questions dans le chat. On pourra en reparler avec Romain Balich, notre expert. On peut s'accorder sur le fait que c'est les macrolides en première intention. La durée, c'est 3 jours. C'est l'azithromycine qui a une durée courte, en tout cas chez les enfants, c'est très clair. Une demi-vie longue, pardon. Donc c'est 3 jours d'azithromycine, 5 jours de claritro pour les enfants. Pour les adultes, les experts s'accordent pour dire que c'est entre 3 et 5 jours d'azithromycine et 7 jours pour la clarithromycine. Il y a d'autres alternatives, d'autres macrolides. À ce moment-là, c'est plutôt 7 jours, les séclines plutôt 7 jours pour les adultes. Des rares tableaux immunologiques secondaires, il faut les connaître. Vous risquez de voir arriver les patients qui ont des anémies hémolytiques, des érythèmes polymorphes, mais ça risque d'arriver plutôt à l'hôpital. De bon sens, il ne faut pas oublier les diagnostics différentiels devant une pneumopathie, en particulier chez les enfants. Les pneumopathies columitotaires d'allure bactérienne, les PLFLA, faut se méfier du pneumocoque, et l'amoxicilline reste le traitement de première intention. Se méfier parce que le pneumocoque est dans 25% des cas résistant aux macrolides, donc si on met en première intention, on risque d'en rater. Les pneumopathies virales, c'est important surtout chez l'enfant de moins de 3 ans, et là il n'y a plutôt pas d'antibiothérapie, surtout dans ce contexte hivernal de triple épidémie, grippe, Covid et VRS. Donc les pédiatres nous interrogent sur l'intérêt de la CRP et des trottes de viraux en ville. Donc voilà, j'imagine que vous avez plein de questions. Je remercie tout le monde. On va peut-être arrêter le partage. Ouais. Et on va reprendre les questions dans l'ordre. On commence peut-être parce que j'ai vu passer comme question, alors peut-être pour Marion, notre pédiatre, avant 3 ans, malgré l'épidémie, il ne peut pas y avoir de mycoplasme. Non, vraiment, c'est vraiment pas un message à retenir parce que ça ne touche pas l'enfant de moins de 3 ans. C'est en dessous de 3 ans, soit si c'est bactérien, c'est du pneumocoque. Et là, vous avez le tableau vraiment altéré et le syndrome inflammatoire biologique. Nous, on utilise vraiment beaucoup la CRP en microméthode pour nous orienter. Et alors, il n'y a pas de cut-off très précis, mais on se dit que en dessous de 40, même 60, franchement, c'est pas bactérien, c'est viral. Donc, vraiment, non. On retient pas du tout le mycoplasme avant 3 ans. Et peut-être pour Romain, il y a quelqu'un qui a posé comme question, est-ce que c'est grave de ne pas traiter une pneumonie à mycoplasme? Bonjour déjà à tout le monde et franchement bravo pour les présentations ultra claires. Non, en fait, on pense qu'il y a beaucoup d'infections à mycoplasme qui sont spontanément résolutives. D'ailleurs, probablement en ville, sur des tableaux pas très graves, des gens sont traités avec de l'amoxicilline et probablement c'était pas ça. Et c'est des infections qui peuvent guérir toutes seules. En tout cas, on le pense. Il y a aussi beaucoup de portages asymptomatiques de mycoplasme. Quand on fait des études comme ça, notamment autour des cas, il y a plein de gens qui ont des PCR positives et qui ont absolument aucun symptôme. Donc en fait, il est très probable qu'il y ait une espèce de continuum entre un portage parfaitement asymptomatique et des formes qui peuvent être très graves. Donc on peut, dans plein de situations, s'en sortir sans antibiotiques. Par contre, à l'inverse, le message à retenir, c'est que ça peut aussi très mal se passer sans antibiotiques. Donc il faut absolument repérer des formes symptomatiques qui peuvent s'aggraver secondairement, raison pour laquelle il faut réévaluer les patients, bien s'assurer qu'ils soient guéris, etc. Oui. Dans les questions, il y avait est-ce qu'il y a une place pour la radio de contrôle? Alors, je ne sais pas si c'est pour les adultes ou les enfants, mais je crois que Marion en a parlé. En tout cas, pour l'enfant, pas du tout. On fait la radio au diagnostic et par contre, la seule indication de refaire la radiographie, c'est si jamais il y a une évolution défavorable dans votre prise en charge. Mais sinon, à distance de l'infection, on n'a pas d'indication à recontrôler la radio pour vérifier la normalisation. Chez l'adulte, c'est pareil. Merci. Sur la biothérapie, donc les participants se sont auto-répondus dans le chat, donc c'est très bien. Mais si vous voulez redire un mot sur la place de la biothérapie amox macrolide en ville, Marion ou Romain? Il n'y en a pas. Voilà. Non. Ça, c'est parfait. Moi, je vais juste redire parce que en fait, il y a une antibiothérapie qui fait un peu lieu entre guillemets de bithérapie, c'est la pristinamycine, la piostacine. C'est important d'en parler parce que finalement, dans les recommandations aujourd'hui, c'est un choix alternatif qu'on peut avoir en ville de traiter d'emblée par pristinamycine. Et en fait, ça a l'avantage théorique d'être actif sur le pneumocoque et sur les germes intracellulaires. Donc en fait, on pourrait tout à fait se dire que dans un contexte épidémique, le bon sens, ça serait de donner de la piostacine à tout le monde, puisque finalement, comme ça, on traite tout, on prend pas de risque.
Donc ça reste un affilié au macrolide. Donc en fait, si on fait ça, si on inonde les gens de pristinamycine, et je le dis parce qu'en fait, on a des premiers chiffres de consommation de la pristinamycine qui sont en train de sortir, on voit qu'il y a une explosion des consommations. Donc évidemment, c'est lié, enfin on se doute que c'est lié à l'épidémie. En fait, ça fait le lit de la résistance hein, qui peut émerger, donc il faut bien le garder en tête. L'autre chose, c'est que ça a été dit, c'était en tout cas noté sur une diapositive, mais que in vitro, l'efficacité de la pristinamycine est moins bonne que celle des autres macrolides. Et puis l'autre chose, c'est que c'est une molécule qu'on pourrait garder un peu en recours. Alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent Mycoplasma genitalium, hein, qui est une bactérie très cousine de Mycoplasma pneumoniae, on se sert de la pristinamycine en dernière ligne de traitement chez des gens qui ont des germes qui sont quasiment résistants à tout le reste des antibiotiques. Donc, la question de la résistance n'est pas tout à fait la même chez pneumonie et génitalium, n'empêche que on pourrait quand même garder dans un coin de la tête que la pristinamycine pourrait être une molécule de recours dans des situations où en fait il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Donc le but c'est plutôt d'essayer de l'épargner et de jouer un peu avec le reste, mais pas avec ça, ni avec l'équinolone comme ça a été très bien rappelé. Il y a quelqu'un qui dit oui, il y a une explosion de la pristinamycine parce qu'il y a aussi une rupture d'autres macrolides, ce qui est pas faux. C'est aussi l'intérêt d'essayer de privilégier des traitements qui sont pas trop longs quand les gens vont bien. C'est d'épargner en fait justement la quantité globale de médicaments qu'on va consommer. Il y a une tendance aux antibiothéraphies de plus en plus courtes. En tout cas, je parle vraiment chez l'adulte parce que je connais très mal la situation pédiatrique, mais dans les pneumonies, y compris à pneumocoque, on a vraiment tendance aujourd'hui à diminuer les durées d'antibiothérapie. Donc, ça vaut le coup de réévaluer précocement les gens. Et chez l'adulte, c'est pas du tout déconnant d'arrêter un macrolide à 5 jours si le patient va parfaitement bien cliniquement et de pas attendre 7 jours. Donc, en fait, cumuler avec le nombre de cas, ça peut quand même essayer de réduire un peu la quantité de macrolides qu'on consomme. Oui, et je rebondis sur aussi quelqu'un qui parlait d'antibiotiques qui est resté sur 10 jours. Ouais. Effectivement, antibiotiques, c'est un outil qu'on aime beaucoup et avec qui on travaille et comment dire, qu'on veut vraiment mettre en avant. Continuer à utiliser antibiotiques, c'est vraiment très bien, mais il y a encore un petit retard là pour ce sujet des pneumopathies à germe intracellulaire. Puisqu'il se base que sur les recommandations voilà, publiées, C'est etc. vrai. Et que, Ça sera mis à jour en 2024 C'est ça. mais voilà, les durées plus courtes de pneumopathie sont validées. On avait des questions alors sur les signes digestifs associés avec la toux spastique. Je l'ai vu plusieurs fois aussi. Comment raisonner cliniquement sur un enfant qui est asthmatique et qui donc pourrait présenter un wheezing et de la fièvre en plus. Est-ce que Marion, tu peux répondre sur la toux qui peut être Bah, assez importante? L'atout, de toute façon, alors l'atout a tendance à être plutôt grasse, on va dire, dans la pneumopathie à mycoplasme et une toux plutôt spastique quand c'est une prise d'asthme. Après, clairement, la toux, elle nous permet pas de faire, enfin, on n'est pas non plus aussi clair sur la différence clinique. Après, un enfant asthmatique, le diagnostic, il est assez facile à faire, hein. Vous avez des sibilants à l'auscultation, enfin, en plus d'une toux spastique, un terrain plus ou moins atopique associé. Bon, je suis pas sûre que vous ayez une grosse difficulté à faire le diagnostic différentiel. Et après, savoir si jamais l'enfant est en train de faire une pneumopathie à mycoplasme ajoutée à sa crise d'asthme, euh, ça va être l'évolution qui va nous le dire. Est-ce que le traitement de la crise d'asthme l'améliore suffisamment ou pas? Euh, Si jamais il est fébrile et que l'évolution elle est insuffisamment bonne, bah, la radio de thorax, si elle est anormale, peut aussi nous orienter. Et puis toujours en fonction de l'âge, le moins de 3 ans, ce sera viral. Enfin voilà, c'est vraiment un faisceau d'arguments. Là, je peux pas dire devant des signes digestifs ou devant une toux spastique, ce sera forcément tel ou tel pathogène. C'est un petit peu difficile. Bon, On je est sais dans pas les si ça temps. répond à la question. Sur la pyostacine, c'est pas adapté chez l'enfant, hein. Non, Madame Kek nous dit pas de non, forme non. pédiatrique pour la pyostacine, c'est parce que il n'y a pas d'indication. Non, non, il y a pas d'indication chez l'enfant. Je suis même pas sûre qu'il y ait une galénique adaptée à l'enfant d'ailleurs. Ah non, c'est ce qu'elle dit, ouais, qu'il n'y a pas de Ah. compris, il y a pas de compris adapté. Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc j'essaye de remonter. Si quelqu'un a une question très importante, peut la mettre. On avait dit qu'on finissait à 45. Après, si quelques personnes ont encore des questions, Oui, il y a un débat sur la dispensation à l'unité qui est oui, qui effectivement est toujours intéressant. intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que bon, à l'hôpital, c'est facile parce que pour le coup, on fait de la dispensation à l'unité, tout est déconditionné.
En ville, c'est un vrai problème. Il y a plein de pays dans le monde qui dispensent en fonction de ce qui est marqué sur l'ordonnance, ce qui n'est pas notre cas. Et c'est vrai que c'est con parce qu'en fait, il y a des tonnes de médicaments qui sont jetés, y compris parce que les patients, de toute façon, arrêtent eux-mêmes les traitements, hein, avant, bien même, même si on a marqué 7 jours sur l'ordonnance, quand ils vont bien à 4 jours, d'une manière générale, ils stoppent le traitement. Enfin, ça, les études le montrent bien, donc c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gâchis. Ah oui, une question intéressante sur l'éviction scolaire, hein. On sait qu'il y a une transmission, qu'il faut faire un isolement en gouttelette. Bon, comme on a dit, l'incubation, elle est longue. Est-ce qu'il faut faire une éviction scolaire, Marion, pour quelqu'un qui a une pneumonie? Non, c'est pas, en tout cas, ça fait pas partie des recommandations. Après, c'est vrai que c'est plus l'état de l'enfant qui va faire que l'enfant reste à la maison, mais c'est pas tant par le côté contagiosité. Voilà. Puis il y a beaucoup de portages, hein. On a vu Ouais. enfin, un enfant sur 5, quoi, 20% de portage, pas forcément symptomatique, puisqu'il y a quand même beaucoup d'infections qui guérissent toutes seules. Alors, il y a une question qui demande si on peut s'épargner une radio de thorax sur un tableau de pneumopathie chez le nourrisson petit enfant quand on suppose celle-ci virale, puisque si j'ai bien compris, la radio n'est pas déterminante dans le choix du traitement initiation et antibiotiques. Donc, faut chez les moins de 3 ans, est-ce que, puisque quand l'enfant va bien et que la plupart du temps c'est viral, est-ce qu'on peut s'épargner la radio de thorax ou pas? Oui, oui, oui. Le moins de 3 ans, vous n'avez pas un tableau d'altération de l'état général qui pourrait faire évoquer une pneumopathie à pneumocoque. Oui, oui, la radio, c'est vrai que dans le pas à pas que je vous ai présenté, elle est vraiment posée en première, elle est avant même de s'orienter vers un diagnostic précis, mais c'est pour poser le diagnostic de pneumopathie, il vous faut la radio. C'était ça plutôt le message. Et l'auscultation ne suffit pas. Par contre, chez un petit bébé de moins de 3, ou un enfant de moins de 3 ans qui a un tableau qui peut évoquer une pneumopathie, si c'est pas évocateur de pneumocoque, non, non, la radio, elle est pas indispensable. La josacine, une question sur la josacine, mais il me semble, mais les pharmaciens pourront me corriger, qu'il n'y en a plus, enfin que c'est en rupture. Oui, la josacine, quelqu'un répond que ce n'est plus commercialisé. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est ce que, donc plus voilà. commercialisé. Printemps 2023, merci Elsa. Et après, on pourra revoir le topo donc sur notre site le temps qu'on le mette en forme, etc. On a une chaîne YouTube donc où il y a tous nos Un topos. replay. On peut vous envoyer le PDF si vous le Oui, souhaitez qui sera aussi sur à notre ceux qui site. se Ouais. sont inscrits. Ouais. Et la toux, elle peut perdurer. Est-ce que quelqu'un sait enfin, est-ce que dans nos experts, la toux peut perdurer? Moi, j'avais notion plusieurs semaines. Moi, j'insiste dessus que c'est très long. J'aurais dit ça aussi. Ouais. Ouais. En fait, souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas beaucoup une fois qu'on les considère guéris, donc c'est un peu difficile de savoir. Il n'y a pas beaucoup de données systématiques, quoi. Donc, mais oui, les gens, en général, ils toussent pendant plusieurs semaines. Les adultes, en tout cas, ça arrive souvent. Le docteur Merlot nous demande la place de la spiramycine. Ça marche. Nous, on l'utilise couramment à l'hôpital. L'avantage, c'est qu'elle existe en forme intraveineuse aussi, donc pour les formes graves, ça nous arrive de l'utiliser. Et le dosage est globalement le même. Donc nous, on l'utilise et il n'y a pas tellement de rupture de stock de spiramycine aujourd'hui. Peut-être la dernière question sur une question sur le péricardite à mycoplasme de l'adulte non immunodéprimé. Donc, le docteur Vibert, femme de 50 ans, tout persistance depuis 6 semaines, amélioration sous macrolide, persistance de sensation de gêne à l'inspiration profonde après le traitement, radio, syndrome interstitiel et pas d'épanchement. Et devant cette question, avant de demander la réponse, je me permets de dire qu'on peut toujours appeler l'infectiologue du secteur, donc soit en téléexpertise Omnidoc ou direct à PHP ou le téléphone. Sur notre site internet, il y a la carte des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie avec leurs coordonnées. Quand vous avez une question très spécifique comme ça sur un cas patient, faut pas hésiter. Voilà. Donc, je sais pas, Romain, si tu as vu le message dans le qu'il chat, est là. complexe de Flora Vibert. Alors non, je ne l'ai pas du tout vu, mais... Alors, quelle est la fréquence des péricardites à mycoplasme chez l'adulte non immunodéprimé? c'est rarissime, hein, franchement. Donc, en fait, les complications, elles existent. Enfin, beaucoup de choses sont listées. Il y a des complications neurologiques. Donc, il y a l'encéphalite qui est assez connue, mais en fait, ça donne plein de complications neurologiques diverses et variées. Sur le plan cardiaque, en fait, ça donne des péricardites, mais ça donne aussi des myocardites, des endocardites. Il y a plein d'atteintes articulaires, ophtalmologiques, donc hématologiques, on en a parlé, bon, cutanées, bien sûr. Donc, ça donne tout un tas de choses, mais c'est vraiment des présentations qui sont très rares. Et la particularité de quasiment toutes ces complications, c'est que c'est au moins autant dû, voire complètement dû, en général, plutôt à des manifestations immunologiques et pas directement en lien avec l'infection. Donc déjà, ça peut être retardé. Et
c'est dans les sites atteints, on retrouve pas toujours le Mycoplasma pneumoniae, mais c'est souvent plutôt des manifestations qui sont pas forcément auto-immunes, mais en tout cas liées à l'immunité, un peu comme on voit dans d'autres infections, des arthrites réactionnelles, par exemple, ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas toujours bien comment traiter. En général, on traite quand même le germe en se disant que peut-être ça peut être un peu ça. Euh, les corticoïdes sont toujours discutés. Enfin, c'est des prises en charge qui sont un petit peu difficiles, quoi. Voilà. Mais donc la péricardite, ça existe, mais franchement, c'est rarissime. Merci. Je fais juste un petit point aussi sur la résistance, parce que comme on a posé la question au CNR il y a 2 jours et qu'on a eu une réponse, donc les chiffres qui ont été montrés des dernières années montrent en gros entre 1 et 10% de résistance en Europe et en France au macrolide cette bactérie. Là, sur les souches de l'épidémie en cours, il y en a très peu qui ont été reçues par Bordeaux, mais sur le très peu, on est plutôt aux alentours de 3%, donc ce qui est plutôt rassurant puisqu'on est même en dessous des 10% annoncés. Donc en fait, en tout cas aujourd'hui, avec ce qu'on a, on n'est plutôt pas trop inquiet sur cette question-là, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc après, quand il y a des vrais problèmes d'évolution clinique défavorable, c'est hyper important de pouvoir envoyer les prélèvements à Bordeaux parce qu'il n'y a que eux qui sont capables en biologie moléculaire de faire le test de résistance. Ok. Ah bah merci pour ces résultats Ouais. up-to-date de 3%, c'est plutôt rassurant. Ouais. C'est bien. Bon, on avait dit qu'on finissait à Ouais. 45, il est 50, donc désolé, j'espère qu'on a pu répondre à la plupart des questions. Merci beaucoup. Merci Marion et Romain, voilà, parce que vous êtes très occupés. et Mathilde Leroux aussi d'avoir préparé une partie des diapos. Voilà, Merci pour à tous. toutes Ouais, votre question, votre participation, et puis à bientôt. à bientôt. Voilà, il y aura un replay sur notre site et on va vous envoyer le PDF à tous ceux qui ont été inscrits. Et n'hésitez pas à suivre l'actualité du Centre régional d'antibiothérapie, voilà, qui a pour vocation de faire du bon usage vers la ville. Donc, on est content de vous connecter. Merci beaucoup. À bientôt Au tout le revoir. monde. Bonne journée. Bonne journée.